Bonjour Sacha Houlier. Bonjour. Bienvenue dans les 4V. Vous sortez d'un marathon de 2 semaines à l'Assemblée nationale sur les retraites. Un mot peut-être d'abord sur ce que vous avez ressenti en tant que parlementaire, en tant que citoyen peut-être aussi. Comment vous qualifieriez l'image qu'a donnée l'Assemblée nationale pendant 2 semaines aux Français ? L'image, c'est celle que les Français ont vue. Elle est mauvaise. Quelque part, c'est aussi un sentiment de honte. Je pense qu'on peut se le dire ainsi. Oui, parce que à l'heure où beaucoup de nos concitoyens regardaient l'Assemblée, et ils nous l'ont dit, ils ont dit qu'ils mettaient la télévision le soir pour voir les séances, l'état des séances, qu'ils attendaient des réponses et qu'on était prêts à leur donner, y compris sur qui allait bénéficier de la retraite minimale à 1 200 €, qui pourrait partir de façon anticipée, puisque c'est 4 Français sur 10 qui peuvent encore partir de façon anticipée, qui allait pouvoir bénéficier de l'index senior, et de savoir comment effectivement on allait obliger les entreprises à améliorer et le taux d'emploi des seniors, et puis la qualité au travail des personnes qui vont travailler plus longtemps. Tout ça, les Français souhaitaient des réponses. Nous en avons été collectivement empêchés. Il y a eu effectivement le rôle des oppositions. Peut-être, est-ce que le gouvernement n'a pas quand même sa part de responsabilité en ayant contraint comme ça le temps d'examen du texte à l'Assemblée nationale ? C'est une critique qui serait recevable si le temps avait été véritablement contraint. Mais à partir du moment où vous avez presque 74 heures de débat qui ont eu lieu, que c'est plus que n'importe quelle autre réforme des retraites, que par ailleurs, y compris dans la façon dont les débats se sont déroulés, il y aurait eu l'opportunité d'avoir ce type de débat. Je vous donne un exemple. C'est à la faveur des débats qu'on a appris que certains groupes d'opposition, comme le groupe socialiste, reconnaissaient un problème de financement des retraites. Ils ont dit oui, il y a un problème de financement du régime de retraite, des cotisations, il manque des cotisations, et c'est la raison pour laquelle il faut trouver des solutions. C'était pas inné, c'était pas acquis au début du débat. Donc, preuve que le débat, il aurait pu être productif et amener certaines réponses à nos concitoyens. Donc, en tout cas, il y a une incomplétude et un vrai manque auquel ce débat n'a pas pu répondre. Alors, le texte arrive prochainement au Sénat. Le fait que l'Assemblée n'ait pas pu aller plus loin que l'article 2, est-ce que la droite maintenant soit majoritaire effectivement au Sénat, dans la Chambre haute, est-ce que ce ne sont pas les sénateurs qui ont maintenant la main et qui vont pouvoir imposer comme ça leur texte au final pour cette réforme des retraites ? Aujourd'hui, il est incontestable que ce sont les sénateurs qui ont la main. Il y a toutefois quelques pistes qui ont été dressées par l'Assemblée, notamment parce que nous avons fait des négociations, je vous l'ai dit, sur le taux d'emploi des seniors, sur le carrière longue et sur la durée de cotisation, les 43 ans pour ceux qui arrivent à l'âge légal sur les départs anticipés. Et une demande de la droite que le gouvernement a acceptée en fin de discussion. Et une demande de la majorité également pour les départs anticipés. Il y avait des départs anticipés aussi pour les professeurs en cours d'année. Bref, il y avait toute une série de mesures que nous avions négociées, que nous étions prêts à entériner, à voter, à inscrire dans la loi. Mais donc c'est le Sénat maintenant qui décide. Et si le Sénat le fait, tant mieux. À la limite, on n'a pas de paternité à revendiquer sur cette question. Le but, c'est que le texte puisse évoluer ainsi que nous l'avions annoncé ou prévu. Est-ce que maintenant, effectivement, vous êtes un peu tourné aussi vers le 7 mars, cette journée de grande manifestation, de blocage, disent les syndicats et les partis de gauche. Est-ce que vous craignez justement qu'au final, on arrive dans une impasse, que le gouvernement ne puisse pas tenir face à une possible grève reconductible ? Il y a surtout une nécessité qui n'a pas bougé, malgré le tumulte ou malgré l'examen devant l'Assemblée nationale du texte. C'est qu'il y a toujours un déficit dans les cotisations retraite qui fait qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, on ne finance pas les retraites. Et on ne finance pas les retraites, celles qui sont prévues pour demain, mais celles qui sont à verser très immédiatement, et dès cette année ou dès l'année prochaine. Et ça, pour le coup, malgré les contestations que j'entends, je ne suis pas sourd et je vois aussi les mobilisations qui ont cours dans le pays, malgré ces mobilisations, on a toujours ce déficit de financement des retraites qui nous oblige et qui oblige à trouver des ressources nouvelles pour payer des cotisations retraite et pour payer des retraites. Mais la crainte d'un pays bloqué, elle existe, c'est une réelle, c'est une peur que vous pouvez avoir ? Alors d'abord, notre but n'est pas d'avoir peur, notre but est de trouver des solutions pour financer les retraites, pour qu'il n'y ait pas de jeunes qui expliquent aujourd'hui, parce que moi j'entends ça trop souvent, qu'eux n'auront pas le droit à une retraite, que pour eux c'est fictif, cette assurance sociale de pouvoir à la fin de sa vie avoir un revenu de substitution et de se dire je me retire et la solidarité nationale paye pour moi. Donc la peur, ça ne fait pas partie du registre des émotions qu'on peut s'autoriser sur ce sujet. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, Sacha Houlier, beaucoup réfléchissent déjà au sein de la majorité à l'après-retraite. Comment effectivement rebondir pour Emmanuel Macron, pour le gouvernement ? Le chef de l'État, on en a parlé dans les journaux, il est ce matin à Rungis, au contact des Français, dit-il, qui se lèvent tôt. On voit un petit peu l'accent. Nicolas Sarkozy avait déjà parlé de cette expression. Quelle perspective maintenant on donne aux Français après cette réforme des retraites ? Je ne crois pas qu'il y ait de confiscation de la valeur travail par quiconque soit possible, mais
de ce point de vue-là, il y a quand même une revendication ou des acquis qui sont assez forts. Le fait qu'il y a quelques années, quand on promettait le plein emploi ou quand on promettait finalement d'inverser la courbe du chômage, personne n'y croyait. Et nous y sommes parvenus. Et on a des taux de chômage qui sont parmi les plus bas. Et on travaille aujourd'hui sur le bien-être au travail. Et puis, on a encore eu hier, notamment avec le Parti Renaissance, une convention sur la répartition de la valeur dans les entreprises. Le partage de la valeur. De la richesse. Donc, comment ce que l'on produit, parce qu'on produit davantage, comment on produit davantage de richesse, comment on le répartit dans l'entreprise. Ça, c'est le vrai prochain dossier qu'il faut traiter. C'est le vrai prochain projet parce que dans les entreprises qui sont celles les plus fournies en salariés, plus de 50 salariés ou les plus grosses entreprises, on a un partage équitable de la valeur qui fonctionne, avec 80% des salariés qui bénéficient ou d'intéressement, ou de participation, ou de primes, par ailleurs, que nous avons créées. Donc il faut aujourd'hui le généraliser ? Il faut l'élargir, et donc c'est la raison pour laquelle il y a un accord aujourd'hui entre les salariés et les employeurs qui doit être décliné, qui doit être mis en place. Ça a d'ailleurs été l'objet de la convention d'hier qui a été présentée. Elisabeth Borne a dit que ce sera inscrit dans la loi. Exactement, qui sera élargi à toutes les entreprises, notamment les PME. C'est une première étape et nous aurons d'autres étapes pour que la richesse qui se crée dans ce pays, elle soit répartie et elle profite d'abord aux salariés, à ceux qui, par la mise à disposition de leur force de travail, participent à la création de la richesse des entreprises. Alors Sacha Houlié, si les retraites n'ont pas vraiment été simples à voter au Parlement, ça ne l'est pas encore aujourd'hui, trouver une majorité sur la loi immigration, qui sera le prochain texte qui va arriver, et sera encore plus difficile. Loi dont vous êtes concerné, puisque vous êtes président de la commission des lois, vous allez avoir à traiter de ce texte. Comment on contente tout le monde ? Parce que la droite, effectivement, on trouve déjà que le projet est beaucoup trop laxiste, la gauche qu'il est beaucoup trop dur. On fait comment pour trouver une majorité ? Mais c'est normal, parce que cette loi, elle a le cran de faire tout ce que la gauche n'a jamais eu la volonté de réaliser, notamment sur la régulation des travailleurs dans ce pays qui sont les travailleurs sans papier et qui contribuent à l'économie, et tout ce que la droite n'a jamais eu le courage de faire, notamment sur la fermeté à l'égard des délinquants, avec des mesures qui sont extrêmement fortes pour qu'on expulse beaucoup plus facilement des personnes qui se comportent mal dans notre pays. Donc cette loi, elle est extrêmement ambitieuse au sens où, le ministre de l'Intérieur l'a dit, gentil avec les gentils, méchant avec les méchants, c'était peut-être un peu caricatural, mais au moins c'est clair pour tout le monde. Eh bien, on donne ce que l'on doit aux gens qui le méritent. Donc, quelque part, il faut prendre un peu son courage à deux mains pour chacun des côtés de l'hémicycle, et puis accepter que, oui, on expulse systématiquement les délinquants, oui, on régularise beaucoup plus facilement les travailleurs. Oui, mais ça, la droite a déjà dit non. Ça, on ne veut pas effectivement de régularisation de titres de séjour pour les métiers dits en tension. Comment on fait ? Si vous n'avez pas la droite, il n'y a pas de majorité sur ce texte. Nous le verrons. D'abord, les sénateurs sont aussi saisis de cette question en premier lieu. C'est eux qui vont l'examiner en premier. Oui. Je sais que tous ne sont pas aussi catégoriques que ça. Je sais qu'il y a aussi des voies de discussion pour qu'on parvienne. Chacun comprend aussi le bon sens des propositions que je vous ai présentées, avec la dureté pour les uns et avec finalement la reconnaissance pour les autres. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est assez légitime et c'est même assez compréhensible pour les gens qui nous regardent. Et quand Gérald Darmanin se dit favorable à l'instauration de quotas d'immigrés, ça c'est une demande de la droite depuis longtemps, pour vous c'est une ligne rouge, vous qui représentez la gauche de la majorité ? Je pense que les quotas, plus qu'une ligne rouge, c'est inutile, parce que ces fameux quotas-là, ça veut dire que si on les dépasse, eh bien, on n'en aurait pas prévu assez. Et puis, si on en prévoit un nombre qui est très insuffisant, eh bien, on va mettre des secteurs en pénurie de façon très importante, ou maintenir des gens qui sont aujourd'hui travaillent dans ces secteurs, dans la grande précarité, ce qui, là encore, n'a pas beaucoup de sens non plus. Mais ça, c'est une mesure, si elle est dans le texte, vous ne pourrez pas la voter, les quotas. En tout cas, on fera en sorte de la modifier lorsqu'elle viendra à l'Assemblée nationale, c'est certain. Autre question sensible, c'est la limitation du regroupement familial. Là aussi, le ministre de l'Intérieur s'est dit ouvert à cette idée. C'est acceptable pour l'aile gauche de la majorité que vous représentez ? Il y a eu des dispositions qui ont permis le regroupement familial. Le but, c'est effectivement d'abord de travailler sur l'immigration du travail et pas encore pour faire venir des gens. J'entends beaucoup la logique de l'appel d'air. On ne parle pas de l'appel d'air. On parle de gens qui travaillent déjà dans nos restaurants, dans le BTP ou qui soignent nos grands-parents. Donc, il ne s'agit pas d'un appel d'air, il s'agit de travailler sur ceux qui sont déjà sur le territoire, dans situation régulière et à qui on offrirait des papiers parce qu'ils rendent service à la nation. Un mot pour finir, Sacha Houlié, vous venez de déposer une proposition de loi pour faciliter le passage et l'obtention du permis de conduire. Votre constat, c'est qu'il coûte trop cher. C'est à l'État de le financer, le permis de conduire ? Pas tout à fait, mais on va d'abord permettre que tous les dispositifs d'aide qui sont accessibles le soient véritablement, et donc que les gens les connaissent, que le permis puisse être passé beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement, avec des inspecteurs en plus grand nombre, parce que, vous savez, dans beaucoup de territoires en France, il manque d'inspecteurs, et c'est ce qui crée des bouchons incroyables au passage du permis de conduire. Ça, c'est pas normal. Aider, simplifier, mais c'est pas l'État qui va payer le permis de conduire.
Non, et il y a des dispositifs pour ça, soit les aides publiques des collectivités qui viendront en complément, La soit le formation. compte personnel de formation. Vous avez du crédit formation, vous ne l'utilisez pas, on va simplifier cette utilisation pour passer le permis de conduire. Et un texte qui devrait donc peut-être arriver plus tard si vous arrivez à trouver une petite fenêtre dans le calendrier Ça- parlementaire. c'est déjà inscrit, ça va venir le 15 mars en commission. Eh bien très bien, c'est noté. Merci beaucoup Sacha Ollier d'avoir Merci été à l'invité vous. des 4V.